Voilà, bienvenue dans ce cours de troisième année sur la physiopathologie cardiovasculaire. On va parler d'un symptôme que la douleur thoracique, un symptôme très très fréquent et en consultation ambulatoire et aux urgences. Donc les objectifs du cours, c'est de connaître les causes principales des douleurs thoraciques et puis savoir comment faire une évaluation initiale pour ne pas rater les causes potentiellement mortelles. Donc les douleurs thoraciques, ça représente environ 10% de tous les patients aux urgences et à peu près 3% des patients qui vont consulter un médecin généraliste. Les causes de douleurs thoraciques, en fait, elles touchent tous les systèmes qui sont contenus dans le thorax. Et puis, ça peut être aussi des douleurs référées. Donc, dans les grandes causes de douleurs thoraciques, on va retrouver des causes pulmonaires, des causes cardiovasculaires, des causes gastro-intestinales et musculo-squelettiques. Et on va aussi retrouver des causes psychogènes, donc l'anxiété est quelque chose de très très fréquent, et des causes beaucoup plus rares. Donc là, j'ai listé une grande partie des causes qu'on peut retrouver qui vont faire des douleurs sur le thorax, mais ça va de tout à rien. Donc ça peut être une pleurésie, un pneumothorax, un cancer pulmonaire, une bronchite, une pneumonie, un asthme, etc. Ça peut être aussi dans les causes gastro-intestinales. Ce qui est fréquent, c'est des gastrites, maladies de reflux, mais des causes rares, mais potentiellement mortelles. Il y a la rupture de l'œsophage. Et puis ensuite, il y a des causes beaucoup plus exotiques, comme par exemple la splénomégalie, qui fait rarement des douleurs thoraciques, mais qui peuvent en faire. Cardiovasculaire, il y a des causes ischémiques, bien évidemment les maladies coronariennes qui peuvent tuer. Je vous ai tout listé, donc coronaropathie, spasme coronarien, microangioplastie hépatique, en fait le syndrome X cardiaque, sténose aortique, hypertrophie ventriculaire gauche. Mais ça peut être aussi des causes non ischémiques, des causes non ischémiques très banales comme la péricardite ou prolapsus mitral. Il y a des causes qui sont potentiellement mortelles comme la dissection aortique, l'embolie pulmonaire, qu'il faut aussi pouvoir reconnaître. Dans les causes musculo-squelettiques, on a tous eu des douleurs sur le thorax à la suite d'avoir fait des efforts avec les bras ou avec la poitrine. On peut avoir un trauma, on peut avoir une inflammation des articulations sternocostales, costochondrite, syndrome de Tietze, ça s'appelle, des fractures de côte, bien évidemment, etc., des atteintes des ceintures. On peut avoir des douleurs référées, donc si on a une hernie discale thoracique, ça peut faire des douleurs sur le thorax. Comme on peut aussi avoir des douleurs référées liées à la réactivation de l'herpès zoster, qui s'appelle le zona, qui vont faire des douleurs associées à une éruption cutanée. Quelques cancers, et puis le syndrome de Maunder, qui est en fait des douleurs après une plastie mammaire. Les causes les plus fréquentes restent psychogènes, c'est habituellement des attaques de panique, l'anxiété, des hyperventilations. Puis ensuite, dans les autres causes qui ne peuvent pas être listées dans tout ça, on a les causes médiastinales, les tumeurs médiastinales rarissimes, carcinome du thymus rarissime, mais il faut de temps en temps y penser. Hypothyréose, et puis je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc en tête, quand on approche un patient avec des douleurs thoraciques, il faut se dire, d'une part, quelles sont les causes qui vont tuer, ça on verra tout à l'heure dans la prochaine dia. Et puis il faut avoir une petite idée de est-ce qu'on pense que c'est plutôt une cause de nature pulmonaire, cardiovasculaire, psychogène, gastro-intestinale ou musculo-squelettique. C'est très important parce qu'on sait que si c'est une douleur thoracique dangereuse, la mortalité est haute. Si c'est une douleur thoracique banale, la mortalité est ridicule. Donc une petite étude là, qui avait été publiée maintenant quelques années, qui avait recherché des douleurs thoraciques cardiaques et puis comparé le suivi aux douleurs thoraciques non cardiaques.
En fait, la mortalité des gens qui avaient une douleur cardiaque à une année était assez importante. Par contre, ceux qui avaient des douleurs thoraciques non cardiaques, la mortalité était très faible. Donc ça, c'est ma stratégie que je vous propose pour les douleurs thoraciques aux urgences, mais au cabinet aussi. C'est cette stratégie du roasting, c'est to rule out all serious things. Ça veut dire qu'on doit exclure toutes les causes dangereuses, soit parce qu'elles font péril immédiat, comme la dissection aortique, la tamponade, l'embolie pulmonaire, la pneumothorax sous tension, la rupture de l'œsophage ou les syndromes coronariens aigus, qui sont les plus fréquents, ou les causes pronostiques, c'est-à-dire qui vont tuer dans l'année ou dans les 3-4 années, qui sont les cancers. Donc il faudrait faire une radio du thorax. Et la maladie coronarienne plus stable. Alors quand on pense à une maladie coronarienne, ça c'est la deuxième partie du graphique. La première des choses, si on pense que c'est une douleur d'origine angineuse, on va faire un électrocardiogramme. Et puis si sur cet électrocardiogramme, on retrouve un sus-décalage du segment ST, qui est significatif si c'est plus que 1 mm dans les dérivations périphériques, plus de 2 mm dans les dérivations précordiales, à ce moment-là, on parle d'infarctus STEMI, donc avec sus-décalage du segment ST. Ça, c'est une urgence absolue. Il faut organiser la prise en charge. Si par contre l'électrocardiogramme ne montre pas ces signes-là spécifiques, on va faire un marquage par biomarqueur. À l'heure actuelle, on utilise les troponines hautement sensibles qui vont être, après une demi-heure d'attente, soit positives, et puis on pense que c'est un infarctus non-STEMI, donc c'est un infarctus, mais sans le sus-décalage du segment ST, ou en encore instable si les troponines sont négatives et que notre suspicion de maladie coronarienne reste haute. Alors, pour apprécier un patient qui a des douleurs thoraciques, je vous propose la stratégie des 5 doigts. Le pouce, c'est l'anamnèse. À l'anamnèse, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher les facteurs de risque pour une maladie ou une autre. Facteurs de risque cardiovasculaires, vous les connaissez, il y en a 5, c'est hypertension artérielle, diabète, dyslipidémie, anamnèse familiale positive et tabac. Mais ça peut être aussi des facteurs de risque pour l'embolie pulmonaire. Vous savez que les jeunes femmes qui fument et qui prennent la pilule sont à haut risque d'avoir une embolie pulmonaire, tout comme les vieilles personnes qui font des longs trajets en bus pour aller par exemple, je ne sais pas, mais aller faire un voyage casserole en Italie ou aller dans le sud de l'Espagne. Ceux-là, ils sont aussi à risque de faire l'embolie pulmonaire. Le type de douleur, est-ce que c'est des douleurs qui brûlent? Est-ce qu'elles serrent? Est-ce que c'est une oppression? Ensuite, la localisation, est-ce que c'est plutôt sur les côtés du thorax, côté droit, côté gauche? Est-ce que c'est au centre du thorax? Ensuite, les irradiations, est-ce qu'il y a une irradiation, que ce soit vers les épaules, droite et gauche, vers les bras, vers la mâchoire? Et puis, est-ce que c'est associé à d'autres syndromes associés? Donc, par exemple, la peine à souffler, des nausées, des vomissements, de la toux. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver. Alors, ici, juste pour qu'on ait une petite idée des causes dangereuses qu'on va rechercher, comment elles sont plutôt à l'anamnèse. Donc, si c'est des douleurs qui arrivent progressivement, qui sont rétrosternales, donc centrales, habituellement c'est des oppressions avec une impression de resserrement du thorax. Souvent les femmes ont l'impression que le soutien-gorge est trop serré, avec très souvent des irradiations, que ce soit dans les épaules, le bras gauche, préférentiellement au bras droit, mais aussi le haut du cou et la mâchoire. De temps en temps l'arrière du thorax qui dure entre 30 secondes et 30 minutes, qui sont associés à l'effort, qui sont soulagés par le repos et les nitrates, et qui peuvent être associés à l'impression de mort imminente, à la dyspnée, à des frissons et puis des nausées. À ce moment-là, on pensera bien évidemment
à l'angine de poitrine. Si c'est les mêmes douleurs, mais qui viennent de manière plus soudaine et qui font plus mal, qui restent, on pensera à un infarctus du myocarde. Si on a des douleurs immédiates qui sont directement très douloureuses avec une irradiation classiquement entre les deux épaules, donc dans le dos, mais entre les deux épaules, on pensera à une dissection aortique, surtout chez les patients qui sont hypertendus ou qui ont une anamnèse familiale positive, ou, mais ça c'est plus rare, un syndrome de Marfan ou n'importe quelle hyperlaxité ligamentaire. Si c'est des douleurs qui viennent de manière subite, mais qui sont associées à des vertiges, à de la peine à souffler, à une tachycardie, et puis souvent une toux, de temps en temps des crachats hémoptoïques, on pensera à une embolie pulmonaire. Là, une nouvelle fois, on recherchera quand même les facteurs de risque, comme les voyages fréquents ou les facteurs procoagulables, comme le fait d'associer la prise de contraceptifs oraux au tabagisme. Si c'est des douleurs qui dépendent de la position, qui sont soulagées quand on est assis en avant, qui changent quand on respire, et puis on a eu une petite grippe ou on a eu un comptage dans la famille qui est relativement fréquent, on peut penser à une péricardite. Le pneumothorax survient de manière subite, mais habituellement est localisé soit à droite soit à gauche, là où il y a le poumon atteint, et respirodépendant. Il est presque toujours associé à de la peine à souffler et à de la toux. Donc ça c'est le pneumothorax. Souvent c'est chez les jeunes patients qui sont très grands. Ça peut arriver. Donc les filles ont plus de risques d'embolie pulmonaire, les garçons ont plus de risques de pneumothorax. Et finalement, qui est beaucoup plus rare, c'est la rupture de l'œsophage qui va faire des douleurs qui sont très désagréables dans l'arrière de la gorge, souvent avec l'impression qu'on a quelque chose dans la gorge, dans l'arrière-gorge, qui peuvent être associés à de la fièvre et puis des symptômes de choc qui sont accentués par le fait d'avaler quelque chose et qui sont surtout présents chez les patients qui soit ont une anorexie nerveuse, mentale, et qui vomissent tout le temps, soit les alcooliques qui vomissent beaucoup, ou à la suite d'un examen dans lequel on a introduit un endoscope dans l'œsophage, que ce soit une gastroscopie, une fibroscopie ou une échocardiographie transœsophagienne, il faudra penser à la rupture de l'œsophage, au syndrome de Boer-Haave. Donc ici une illustration des différents types de douleurs. Donc ici typiquement la péricardite, vous voyez quelqu'un qui a très très mal quand il est couché, puis qui est soulagé quand il est en position de tripode vers l'avant. La dissection aortique, on a vraiment l'impression que c'est un couteau qui nous traverse, ou ici une flèche qui traverse en antéro-postérieur, avec une irradiation dans les épaules. Tout ça, ça illustre la maladie coronarienne. Donc ça peut être soit on se fait presser dans le cou, ça brûle dans le thorax, on a un éléphant qui est posé sur le thorax, on a mal à la dent, et puis on a le soutien-gorge qui nous serre. Et ça c'est quelque chose de relativement fréquent en fait, ça c'est de nouveau une maladie coronarienne avec quelqu'un qui se réveille transpirant en moite et puis qui fait le signe de Lewine en mettant le bras gauche contre le thorax. Les douleurs thoraciques, en fait, la localisation nous aide à savoir ce que c'est comme type de douleur. Donc, les douleurs thoraciques sont habituellement coronariennes, sont l'angine de poitrine est très centrale, avec une irradiation dans les épaules un peu plus à gauche qu'à droite, dans les bras un petit peu plus à gauche qu'à droite, et dans la mâchoire, ça peut être aussi dans le dos.
voyez ici les pourcentages d'irradiation des douleurs typiques, alors que les douleurs atypiques sont plus latéralisées. Donc, classiquement, si quelqu'un vient avec des douleurs très légèrement latéralisées, on peut être déjà quasiment sûr que ce n'est pas une douleur d'angine de poitrine. Ici, vous voyez la même répartition dans une autre étude. Vous voyez ici que la majorité sont latéralisées du côté gauche, ce qui parle un peu en défaveur de douleurs angineuses. Le facteur de risque, donc très important, si on est un homme adulte d'un certain âge avec des comorbidités, comme ici une hypertension artérielle, un cholestérol légèrement augmenté, un diabète avec une hémoglobine glyquée augmentée, le risque d'avoir une maladie coronarienne n'est pas trivial. Si par contre on est une jeune fille en pleine santé, ce risque est quasiment nul. Ensuite, dans cette stratégie des 5 doigts, l'index sera le status. On va rechercher des choses assez spécifiques au status. Il ne faut pas perdre trop de temps. On va regarder déjà s'il y a des signes visibles. Typiquement, si on a du zona, on va voir les lésions cutanées. Est-ce qu'il y a de la cyanose? Est-ce qu'on a un souffle cardiaque? Donc on va palper la pointe du cœur. Est-ce qu'il y a un souffle cardiaque? La fréquence cardiaque, respiratoire, la pression dans les deux bras. En cas de dissection aortique, on peut avoir une asymétrie, tout comme si on a une plaque dans une artère sous-clavière, qui serait un signe pour une maladie coronarienne. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est hypotendu, le patient? Est-ce qu'on peut entendre un souffle ou un bruit surajouté, que ce soit un troisième ou un quatrième bruit cardiaque, un souffle systolique ou diastolique? Est-ce qu'il y a un frottement? Ça se parlerait pour une péricardite. Est-ce qu'il y a d'autres bruits pathologiques, par exemple au niveau des poumons? Le troisième doigt, ce sera l'ECG. L'électrocardiogramme, il faut passer assez vite sur les deux premiers points du status et passer à l'électrocardiogramme. Je pense toute personne qui se plaint de douleur thoracique, même si on pense que c'est anxiogène, on va faire un électrocardiogramme. On regarde le rythme, est-ce qu'il y a des signes d'ischémie, que ce soit aigu, donc les modifications de la ligne du ST, sus-décalé ou sous-décalé. Est-ce qu'il y a des ondes Q? Les ondes Q, ce serait de l'ischémie chronique, donc c'est une cicatrice électrique dans l'infarctus. Ou bien est-ce qu'il y a des signes de péricardite qui vont faire une diminution de l'intervalle PQ, donc, et puis un sus-décalage cupuliforme du segment ST. Donc ça a 2-3 exemples. Ici sur cet exemple, de manière assez systématique, vous vous souvenez qu'on contrôle le nom, ensuite la calibration, ensuite la vitesse, ici 25 mm par seconde. Et puis ensuite on regarde la fréquence et le rythme. Donc ici c'est plus difficile, mais on voit des ondes P qui sont juste avant les QRS, avec un axe qui semble être compatible avec un rythme sinusal, et la fréquence cardiaque qui est à peu près à 65 battements par minute. Et puis ensuite les signes d'ischémie, donc je vous ai dit, on va regarder si on voit des sus-décalages du segment ST, et puis la localisation, donc ici on voit un sus-décalage du segment ST en 2, 3 et AVF, AVF ici, donc c'est le territoire inférieur, et on voit un sous-décalage en miroir dans le territoire latéral, donc latéral AVL 1, donc 1 AVL V5 V6. Et puis ici on voit aussi en antérieur ce miroir. Donc là on a un infarctus inférieur typique qui est une occlusion de l'artère coronaire droite. Ici, on retrouve quasiment la même chose, avec un rythme par contre que vous connaissez maintenant bien, qui est un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré, puisque les ondes P sont visibles. Elles n'ont aucune association avec les QRS qui sont là, avec une fréquence cardiaque à 35 battements par minute. Et on retrouve un sus-décalage du segment ST dans le territoire inférieur, donc là, 2 infarctus inférieurs de suite. Ici, si on regarde bien, on voit d'autres choses. On voit de nouveau
des ondes P suivies de QRS. Et puis on voit une alternance. Donc on voit le QRS là qui est grand, le QRS qui est petit. Le QRS qui est grand, le QRS qui est petit. Donc ici c'est encore plus marqué. Et ça c'est la danse du QRS ou l'alternance du QRS qui est un signe pour un épanchement péricardique. Donc en fait, s'il y a un gros épanchement péricardique, le cœur va commencer à se balancer. Donc c'est la danse du cœur dans l'épanchement et ça peut être associé à cette alternance du QRS. Le laboratoire, donc on va regarder des causes, ça dépend un petit peu des causes qu'on suspecte. Souvent, on va rechercher les enzymes cardiaques, donc troponine, CKMB, CK. On peut aussi rechercher des marqueurs spécifiques de l'embolie pulmonaire, les D-dimères, ou des marqueurs moins spécifiques, par exemple pour la dissection aortique, qui vont être les D-dimères et les LDH qui peuvent être augmentés. Donc on va rechercher tout ça, l'hémoglobine, troponine, D-dimères, et je vous ai dit LDH. CRP si on pense qu'il y a quelque chose d'infectieux. Et une fois qu'on a fait ça, on peut peut-être penser à des investigations beaucoup plus coûteuses. Ça, ce sera peut-être l'échocardiographie, le scanner ou la coronarographie. Donc ici, je vous ai listé des investigations coûteuses, la radio de thorax, le scanner, l'IRM de thorax, l'échocardiographie, l'ergométrie, la coronarographie, et puis ensuite des choses un peu plus spécifiques, une scintigraphie par exemple, ou un ultrason thyroïdien. Alors avant de faire des investigations coûteuses, on va se demander quelle est la probabilité que elle nous aide au diagnostic. Pour ça, il y a le nomogramme de Bayes, qui est un théorème qui a été développé dans les années 60, et qui nous dit quelle est la probabilité après le test par rapport à la probabilité avant le test. Donc si on a un examen, un patient qui a une probabilité avant le test qui est assez élevée, et puis qu'on veut lui faire un test qui va se retrouver être positif, ça peut augmenter la probabilité post-test. Donc ici on est dans l'exemple d'un patient de 50 ans avec un diabète, mais la peine à souffler à l'effort, donc ce n'est pas de l'angine de poitrine, mais c'est de la peine à souffler qui est un peu moins spécifique. Il a une probabilité pré-test de 30%, donc une chance sur 3 d'avoir une maladie coronarienne qui contribue à la peine à souffler. On lui fait le test d'effort qui s'avère être positif, ça va augmenter la probabilité à la fin du test qu'il ait effectivement une maladie coronarienne. À 98%, ça veut dire qu'il y a seulement 2 personnes sur 100 qui auront autre chose que la maladie coronarienne. Par contre, si on fait le même test chez une jeune patiente de 18 ans qui a des douleurs atypiques, c'est-à-dire des douleurs respirodépendantes qui sont latéralisées à gauche, donc ce n'est pas du tout des douleurs d'angine de poitrine, qui a un test très très faible d'avoir une maladie coronarienne, et qu'on lui fait la même ergométrie et que par miracle l'ergométrie est positive, ce qui peut arriver, hein, les ergométries ne sont pas des tests très fiables, à la fin de l'ergométrie, elle aura une probabilité post-test de 36%, donc une chance sur 3 d'avoir une maladie coronarienne, ce qui est a priori pas du tout le cas. Là on a affaire à un faux positif. Donc c'est très important, avant de demander un test coûteux, d'intégrer la notion de probabilité pré-test et post-test. Est-ce que ce test que je vais faire va être utile ou pas? Donc maintenant, 2-3 exemples pour finir le cours. C'est un patient qui, à 2h30 du matin, se réveille avec des douleurs thoraciques. Elles sont centrales, avec irradiation dans les épaules. Ça fait 2 heures qu'il a des douleurs. Il a de la peine à souffler et transpire. À la prise de pression, il a une pression à 90/60. Et puis, il a des œdèmes pulmonaires avec des râles crépitants fins qu'on entend sur le tiers de hauteur de la base.
Alors là, on ne va pas perdre trop de temps. On peut lui demander les facteurs de risque cardiovasculaire, mais très très vite, il faut faire un électrocardiogramme. Donc l'électrocardiogramme, vous l'avez devant les yeux et je pense que tout le monde aura vu qu'il y a un sus-décalage du segment ST qui touche V1, V2, V3, V4 et un petit peu V5. Donc ça, je vous rappelle, ça c'est le territoire antérieur. Ça peut être associé à un territoire latéral. Et on voit qu'effectivement, à 1 et AVL, on a un petit sus-décalage du segment ST, alors qu'en 3, on a un sous-décalage du segment ST en miroir. Là, c'est un infarctus aigu antérieur et c'est une urgence vitale. Donc là, vous avez la fonction du cœur à 2h30 du matin. Et puis vous avez son arbre coronarien. Ici, c'est une vue sur le côté. Vous voyez ici qu'en fait, l'interventriculaire antérieur devrait passer ici, puisqu'il est devant. Ça, c'est l'artère circonflexe. Et puis, on a un passage de guide ici. Et puis, je lui ai mis un petit stent au niveau de l'occlusion avec un résultat final tout à fait correct. Un patient qui a un remplacement de la hanche. Et puis, quelques jours après, il présente une décompensation cardiaque avec présence d'un troisième bruit cardiaque et une troponine positive. Là, de nouveau, on fait un électrocardiogramme, puis vous avez cet électrocardiogramme. C'est un électrocardiogramme que vous devez tous avoir en tête, puisque qu'est-ce qu'on voit? On voit, hormis un rythme sinusal régulier et puis toutes les choses habituelles, on voit un sous-décalage qui touche toutes les dérivations, sauf en AVR et en V1, mais vous avez autrement toutes les dérivations qui ont un sous-décalage. C'est ce qu'on appelle une ischémie globale. L'ischémie globale peut survenir avec une anémie sévère, elle peut survenir avec une insuffisance aortique sévère dans le cadre d'une dissection aortique, mais plus fréquemment, elle est associée à la maladie coronarienne très sévère, soit par une subocclusion, une occlusion du tronc commun gauche, soit par une maladie tritronculaire critique. Donc ça, c'est habituellement une urgence de nouveau pour faire une coronarographie. Et ici, vous avez la coronarographie qui est effectuée. Vous voyez que le tronc commun et les branches proximales du réseau gauche. Donc ici, vous avez le tronc commun qui est très serré et une atteinte relativement modérée, par contre, des autres branches, avec peut-être une sténose significative de l'artère interventriculaire antérieure. Donc c'est un patient qui présente une insuffisance cardiaque aiguë dans le cadre de cette subocclusion critique du tronc commun gauche. Ici la classification de Killip qui nous dit qu'en fait si le patient présente un œdème pulmonaire et puis une pression basse, la mortalité va être alors augmentée. Alors vous avez le résultat du stenting. Et vous voyez peut-être ici qu'on a un ballon qui se gonfle, c'est un ballon de contre-pulsion qui permet de diminuer de manière très très rapide la pression télédiastolique. Ici un autre exemple, un patient qui a des douleurs sur le thorax, 77 ans, et puis cet électrocardiogramme qui n'est pas tout à fait normal, comme vous pouvez le voir. Il se passe quelque chose à ce niveau-là avec un sous-décalage dans le territoire inférieur. Et puis en fait, ces patients, on doit les avoir à l'œil. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, après réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation, donc c'est un patient qui a fibrillé, et on voit maintenant qu'il y a un développement d'un sus-décalage dans le territoire antérieur. Donc ça, c'est de nouveau une artère interventriculaire antérieure. Maintenant, vous êtes des spécialistes qui s'étaient bouchés. Un autre type de patient de 70 ans qui est d'habitude hypertendu, puis cette fois, il est hypotendu. Donc ça, c'est une cause beaucoup plus rare, mais néanmoins qui tue tout de suite. Donc les patients hypertendus qui deviennent hypotendus, il faut se méfier. C'est soit un choc cardiogène, soit c'est une dissection aortique. Donc ici, on va essayer de faire fonctionner le film. Voilà. Et puis en fait, si vous regardez bien, donc ça c'est une injection de contraste dans le... Pardon.
une injection de contraste dans le ventricule, puisqu'on voit dans la aorte ascendante, on voit ici la brèche, la dissection aortique, et puis la constitution, par ici, d'un hématome. Donc ça, c'est de nouveau une urgence. Il faut que le chirurgien intervienne très rapidement pour pouvoir remplacer cette partie de l'aorte avant qu'il y ait une mort cérébrale si l'hématome se propage ou un choc cardiogène si l'insuffisance aortique devient sévère. Finalement, on finira par ce cas, une patiente de 53 ans avec un cancer pulmonaire, des douleurs sur le thorax et des palpitations. Ce qu'on retrouve, c'est qu'on retrouve une tachycardie sinusale chez une patiente qui est autrement pas bien avec des veines jugulaires turgescentes. Et puis la présence d'un pouls paradoxal qu'on verra sur la séance de péricarde. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, on a une chute de la pression systolique, en l'occurrence de 22 mm de mercure. Je vous rappelle que sur le plan physiologique, on peut avoir une chute jusqu'à 8 mm de mercure, mais 22, c'est pas normal, c'est ce qu'on appelle un pouls paradoxal. Et puis à l'électrocardiogramme, on a cette alternance électrique, comme on a vu tout à l'heure. Et puis là, on pense à une tamponnade qui en était une. Donc ici, vous voyez le cœur quasiment en 4 cavités, mais un peu compressé par un volumineux épanchement péricardique qu'on a dû finalement drainer. Donc, en résumé, pour cette séance, ce qu'il faut souvenir, c'est qu'en fait, vous avez toutes les clés diagnostiques dans votre main. Voilà, merci beaucoup.